Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire, le Nord Kivu est toujours en proie à des combats malgré l'annonce récente d'une signature de cessez-le-feu entre les forces armées congolaises et les rebelles du M23. En un an, plus de 800 000 personnes ont été affectées par le conflit qui persiste dans l'est de la République démocratique du Congo. Développement industriel, le Kenya compte mettre en place des pôles industriels dans les 47 régions que compte le pays. Le gouvernement prévoit près de 39 millions de dollars pour atteindre cet objectif. Et puis du sport avec la finale de la CAN U20 qui opposera le Sénégal à la Gambie ce samedi 11 mars au Caire. Un derby très attendu. Les deux voisins d'Afrique de l'Ouest ont remporté leurs 5 matchs dans ce tournoi, le tout sans concéder le moindre but. Mais tout d'abord, lutte antiterroriste au Burkina Faso. 11 soldats et 112 terroristes ont été tués ces derniers jours. Selon le communiqué publié par l'état-major des armées burkinabais ce jeudi 9 mars, plusieurs opérations d'envergure ont été lancées simultanément dans le cadre de la reconquête du territoire national voulu par le président de la transition. Aucune date précise concernant le lancement de ces opérations n'a cependant été communiquée. Le communiqué stipule également que les opérations menées depuis plusieurs jours se poursuivent dans le nord et l'est du Burkina Faso, particulièrement touchés par les attaques djihadistes. Elles auraient permis de reprendre le contrôle de certaines zones, en particulier la commune de Partiaga dans l'est du pays, où plusieurs civils ont été tués fin février par les groupes armés djihadistes. Initialement prévu pour le 19 mars prochain, le référendum constitutionnel n'aura finalement pas lieu. Le gouvernement malien a annoncé ce vendredi 10 mars son report à une date ultérieure, tout en assurant qu'il respecterait ses engagements quant à un retour des civils à la tête du pays en 2024. Le colonel Abdoulaye Maïga, ministre de l'administration territoriale et porte-parole du gouvernement, a justifié ce report par l'installation des représentations de l'organe de gestion des élections dans toutes les régions du pays et par la volonté de vulgariser le projet de nouvelle constitution. Il a ajouté que la nouvelle date sera fixée après consultation avec l'autorité indépendante de gestion des élections et l'ensemble des acteurs du processus électoral. Pour rappel, ce référendum est la première étape censée être validée par le vote sur la voie d'élection en février 2024 et d'un retour des civils au pouvoir. La crise sécuritaire persiste dans l'est de la République démocratique du Congo. Alors que l'Angola va annoncer un cessez-le-feu censé être effectif le 7 mars, les combats se poursuivent entre les forces armées congolaises et les rebelles du M23. Des affrontements qui en un an ont affecté plus de 800 000 personnes selon les Nations Unies. Le point sur la situation avec Kamesh Katapoulé. Les coups de feu retentissent toujours dans l'est de la République démocratique du Congo. Dans la province du Nord Kivu, les combats se poursuivent entre l'armée congolaise et les rebelles du mouvement du 23 mars. Et ce alors qu'un cessez-le-feu devait entrer en vigueur ce mardi 7 mars. Un nouvel échec pour la médiation angolaise qui tente depuis plusieurs mois de désamorcer les tensions entre Kinshasa et Kigali. Les forces armées de la République démocratique du Congo en appellent une fois de plus à la communauté internationale, à la force régionale de la communauté d'Afrique de l'Est, au mécanisme conjoint de vérification élargi, ainsi qu'au mécanisme ad hoc de vérification, de constater le plus rapidement possible ces faits graves et d'en tirer toutes les conséquences qui s'imposent. Toutefois, en vue de protéger l'intégrité nationale et de mettre notre population à l'abri des actes terroristes du M23, les forces armées de la République démocratique du Congo se réservent le droit de répondre à toutes ces attaques à répétition, d'où qu'elles viennent et quoi qu'elles en coûtent. Et alors que les violences s'intensifient, la rébellion semble gagner du terrain. Dans le territoire de Rutshuru, des éléments du M23 ont pris le contrôle de la région de Kibirizi. Une crise aux lourdes conséquences humanitaires et qui inquiète dans les rangs des Nations Unies. Face à la presse, le porte-parole adjoint du secrétaire général de l'ONU, Farhan Haq, a donné de nouveaux éléments sur le nombre de déplacés. Plus de 20 000 personnes ont été déplacées au Nord Kivu, dans l'est du pays, au milieu des récents affrontements entre l'armée congolaise et le groupe armé M23.
Les habitants de la région de Kibirizi, située à environ 120 km de Goma, ont été contraints de fuir en raison des combats dans les villages environnants. En un an, plus de 800 000 personnes ont été touchées par la reprise des combats entre les forces congolaises et le M23, selon les autorités et nos collègues humanitaires. Toujours placée sous état de siège, la province du Nord Kivu a une nouvelle fois été secouée par une attaque meurtrière dans la nuit du 8 au 9 mars. Une offensive attribuée aux forces démocratiques alliées et qui a fait plus de 40 morts. Alors qu'on observe en effet un regain de violence dans l'est de la République démocratique du Congo, une délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies est arrivée dans le pays ce jeudi 9 mars. Des élections sont censées avoir lieu en fin d'année, mais la situation sécuritaire reste tendue. Le Nord Kivu est troublé par la violation d'un cessez-le-feu entre soldats et rebelles du M23, conduite par le représentant de la France à l'ONU, Nicolas de Rivière, et du représentant du Gabon au sein de la même organisation, Michel Xavier Biang. La mission de la délégation s'achève ce dimanche 12 mars. Également dans l'actualité, en Côte d'Ivoire, 26 militants du PPACI, parti de l'ancien président Laurent Gbagbo, ont été condamnés à 2 ans de prison ferme. Pour rappel, le 24 février, ces militants ont été arrêtés pour troubles à l'ordre public alors qu'ils manifestaient leur soutien au secrétaire général du PPACI, Damana Pikas, qui avait été convoqué par le juge d'instruction pour son rôle présumé dans l'attaque d'une caserne à Abidjan en 2021. Sur les 27 accusés qui comparaissaient ce jeudi 9 mars, un a été relâché après avoir indiqué qu'il n'était pas militant du PPACI. Le parquet avait requis 3 ans ferme. Le gouvernement kényan compte mobiliser plus de 30 millions de dollars pour la réalisation de pôles industriels dans le pays. Annonce faite par le chef de l'État William Ruto le 7 mars dernier lors d'une rencontre avec les responsables d'une zone économique spéciale à Nairobi. Chacune des 47 régions du pays recevra environ 856 000 dollars dans le but de mettre en place un pôle industriel dans son activité économique de spécialisation. Marine Tolo. Le gouvernement kényan envisage d'investir près de 39 millions de dollars pour la réalisation des pôles industriels dans le pays. Cette annonce a été faite mardi 7 mars lors d'une rencontre avec les responsables d'une zone économique spéciale à Nairobi. Selon les autorités kenyanes, une fois construits, les pôles industriels permettront de renforcer les secteurs économiques du pays tout en offrant les possibilités de créer et de gérer plus d'activités le long des chaînes de valeur économique. La mise en place de ces pôles industriels viendra véritablement créer une bagatelle de produits que le Kenya, produits industriels, voudrais-je le dire, que le Kenya devra exporter dans le grand marché continental africain. Donc la zone de libre-échange est une opportunité et le Kenya a intérêt à développer ces pôles industriels. Et ce sont ces pôles industriels qui vont développer le commerce, développer l'industrie, développer la croissance économique et par la suite le développement intégral du Kenya. Selon le président kényan William Ruto, dans le cadre de la mise en place de ces pôles industriels, chacune des 47 régions du pays recevra environ 856 000 dollars à cet effet. Ce fonds va leur permettre de mettre en place un pôle industriel pour les activités économiques de spécialisation propre à ces régions. Le Kenya fait partie quand même de la plus grande industrie horticole en Afrique. Ce sont des très grands exportateurs des fleurs. Au-delà, il y a également l'industrie touristique qui fait également la force de l'économie kenyane avec sa contribution au niveau du PIB du Kenya à hauteur de 2,3%. Évidemment, on peut noter l'industrie cinématographique, l'industrie musicale et il ne faut pas oublier la grande industrie agroalimentaire qui crée en principe des chaînes de valeur à partir des produits agricoles à l'état brut et jusqu'à l'industrialisation de ces produits agricoles. Selon un rapport de la Banque africaine de développement publié en novembre 2022, le Kenya a intégré en 2021 le top 10 des pays africains les plus performants en matière d'industrialisation. Au Kenya, le secteur manufacturier pèse près de 9% du PIB. L'objectif ici est donc de porter ce pourcentage à 15%.
Moins d'un an après l'adhésion du Gabon au Commonwealth, les relations entre le pays et l'organisation intergouvernementale se renforcent autour de partenariats et de coopération, notamment autour de la question climatique et environnementale. Selon la secrétaire générale du Commonwealth, le Gabon serait une terre d'opportunités non seulement pour l'organisation, mais aussi pour un réel pas vers le changement climatique en Afrique. Laetitia Mebenga. Patricia Scotland, secrétaire générale du Commonwealth, a tenu à représenter l'organisation au dernier One Forest Summit à Libreville au Gabon et par la même occasion resserrer les liens avec le président gabonais Ali Bongo Ondimba autour de partenariats et coopérations dans le secteur des énergies, notamment le domaine de l'hydrocarbure et de la lutte contre le changement climatique. Comme vous le savez, le Commonwealth représente 56 pays, c'est pratiquement un tiers de la population mondiale et 2,6 milliards de personnes de moins de 30 ans. Nos pays sont tous très affectés par le changement climatique, dont nous devons nous mettre ensemble pour trouver des solutions. C'est donc très important pour le Commonwealth d'être ici. L'investissement pour la préservation de l'environnement, des forêts et des écosystèmes préoccupe nombre d'États africains. Dans une interview exclusive accordée à Africa 24, la secrétaire générale du Commonwealth relève qu'un financement de 4 000 milliards de dollars serait nécessaire pour garantir la bonne mise en œuvre des résolutions de l'accord de Paris sur les changements climatiques. Document qui constitue avec l'agenda 2030 des Nations Unies le plan d'action pour éliminer l'extrême pauvreté, réduire les inégalités et protéger la planète. The Commonwealth have created and agreed, all the leaders agreed last year to commit them. Dans le Commonwealth, nous avons créé une charte des terres vivantes qui sera une opportunité pour nous de renverser le changement climatique que nous avons créé à travers le monde et cela permettra inévitablement de créer plus de diversité dans la biosphère. Il est très important de la faire et d'impliquer nos économies dans ces nouvelles technologies à notre portée. Recouvert à 88% par la forêt équatoriale, le Gabon est l'un des grands poumons de la planète et une véritable opportunité quant au marché du carbone. Le pays d'Afrique centrale absorbe chaque année près de 140 millions de tonnes de CO2, soit le tiers des émissions déchargées par la France sur la même période. Impliqué depuis 1989 dans l'action climatique, le Commonwealth accompagne les États dans leur lutte contre le changement climatique. Des femmes venant de 17 pays d'Afrique et des Antilles étaient réunies ces 4 et 5 mars au nouveau palais de la culture Sawa à Douala, dans la capitale économique du Cameroun. Les discussions organisées dans le cadre de l'événement, les signatures traditionnelles ont notamment tourné autour des problématiques que rencontre la gente féminine. Ces dernières ont également abordé les défis de valorisation des tenues traditionnelles africaines. Narcisse Oumé Marintolo. À l'heure où se multiplient discours et plans pour le développement de l'Afrique, une question prioritaire mérite d'être traitée, la protection et l'émancipation des femmes, le développement économique, social et humain ne pouvant survenir sans elles. Et les femmes peuvent impulser ce changement de regard et de paradigme. Conviction des participants à l'événement, les signatures traditionnelles organisées le 4 et 5 mars 2023 au nouveau palais de la culture Sawa 6 à Besseke, dans le premier arrondissement de la ville de Douala. Au-delà des questions sur la place de la femme, cette rencontre a surtout permis de présenter les avantages de l'industrialisation du pagne, des tenues traditionnelles, de la mode au plan économique, en décrivant notamment les principaux intervenants directs ou indirects, la contribution à la création de la richesse nationale et à l'exportation du savoir-faire africain. On connaît les signatures traditionnelles, c'est l'Éthiopie, c'est le Ghana, c'est le Sénégal, c'est le Togo, c'est les Antilles, c'est la Côte d'Ivoire. C'est donc toutes ces femmes qui sont venues riches pour nous apporter leur expérience pour que nous les mettions ensemble. Les signatures traditionnelles ont rassemblé plusieurs femmes venant de 17 pays d'Afrique et des Antilles pour échanger sur la nécessité de parler d'une même voix sur les problèmes de la gente féminine et discuter sur le thème « Hommage aux femmes » au cœur de ce dialogue culturel
Afrique-Caraïbes. La femme africaine assume sa tenue traditionnelle, signe sa traditionnalité. Et c'est ça qui fait notre fierté particulièrement ce jour où d'une seule voix, nous avons dit faisons la promotion de notre culture, faisons la promotion de notre tenue, faisons la promotion de nos tissus, ne laissons plus les autres le faire à notre place. La rencontre organisée par Patricia Dika Akwa Nsangue, promotrice des signatures traditionnelles, visait à permettre aux participants et aux institutions de mieux cerner la contribution de l'industrie du tissu africain et des tenues traditionnelles dans la promotion de l'emploi des femmes et des jeunes en Afrique, ainsi que les défis à relever pour une plus grande contribution du secteur à l'économie. L'actualité sportive pour terminer, le Sénégal et la Gambie s'affrontent ce samedi 11 mars en finale de la CAN des moins de 20 ans au Caire en Égypte. Les nations voisines ambitionnent d'inscrire leur nom pour la première fois au palmarès de la compétition. José Douglas. Ils sont 3 pays à pratiquer le Wolof dans la région, tellement ils sont proches, même culturellement. Sénégal, Gambie et Mauritanie. Le Sénégal et la Gambie qui seront face à face en Égypte ce samedi pour une affiche inédite, la finale de la CAN des U20, autrement dit la CAN des juniors. Dans les 2 camps, on se méfie. Les 2 équipes n'ont encaissé aucun but depuis le début de la compétition. Mais les jeunes Sénégalais sont tellement déterminés avec 4 joueurs qui font partie des 11 meilleurs de la phase de groupe. Il s'agit du gardien Landing Badji, du milieu Pape Diop, de l'attaquant Papa Diallo, et sans oublier le milieu Lamine Camara, auteur d'un doublé lors de la victoire en demi-finale contre la Tunisie. Le coach nous a dit d'être concentré parce que le match sera difficile. Cela a été le cas. On s'est concentré du début à la fin et on a remporté la victoire. Maintenant, il nous reste à gagner le trophée et je pense qu'avec le jeu qu'on a proposé, on peut prendre ce trophée. Quant aux Scorpions de la Gambie, c'est vraiment l'équipe qui surprend dans la compétition. Un petit but a suffi contre le Nigeria qui a eu un pénalty mais a échoué. Les hommes d'Aboli Bojang veulent cette victoire, même si dans le 11 de la phase de groupe, ils n'ont qu'un seul joueur retenu. Il s'agit du milieu Aladji Saigné. Je suis fier de ces garçons fort sympathiques qui sont en train d'écrire l'histoire de notre football, de notre pays. C'est extraordinaire, magnifique, stratosphérique et bien encore plus que ça. Nous avons marqué 10 buts dans cette compétition sans encaisser. Toutes nos lignes étaient au rendez-vous. Rendez-vous à 17h GMT ce samedi 11 mars pour cette finale où de nombreux experts étrangers sont encore là pour repérer les meilleures pépites et des futurs Sadio Mané, Idrissa Gana Gueye ou encore Bounassar. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.